je ne pourrais pas être exhaustif, je vais essayer de voir 4 points et avant d'introduire le sujet. Alors déjà, il y a un premier point, c'est que la responsabilité du dirigeant, elle apparaît très généralement au moment où il y a une poursuite disciplinaire. Donc déjà, voilà, systématiquement, dit Madame Faure. Donc, en réalité, on quitte strictement, réellement, le champ du contrôle, quand on parle de responsabilité des dirigeants, et la responsabilité du dirigeant, au stade de la poursuite, je le répète, elle n'est pas établie. On a parfois des pièces qui l'établissent dans le rapport de contrôle du CNAPS, mais elle n'est pas établie, la responsabilité du dirigeant, au stade de la poursuite. Évidemment, Arnaud a brossé un tout petit peu au début de son intervention la nécessité d'identifier et, au besoin, je reviens au stade du contrôle, de rediriger vers les bonnes personnes au stade du contrôle pour l'exécution de la prestation, de savoir qui est le responsable, qui est le dirigeant. Vaste sujet, on va le voir. Mais au stade du contrôle, la redirection vers la bonne personne et en tout état de cause, la réponse de la personne à celui qui ouvre la porte du contrôleur, c'est de bien préciser dans quel cadre elle répond au contrôleur. À quel titre ? En effet, je vous dis cela parce que l'état usuel des pratiques du CNAPS, dans ce qu'on voit aujourd'hui, alors ça évoluera probablement, mais à ce stade, de manière quasi systématique, le CNAPS se situe dans la perspective de la mise en cause de la personne morale au niveau de l'autorisation, la société, et de la même manière, systématiquement, elle va se situer sur la poursuite en même temps que la personne morale société du dirigeant mandataire social. C'est systématique. Donc, CABIS, je suis très concrète, CABIS, nom de la société, dirigeant sur le CABIS, poursuite identique. Juridiquement, les documents sont les mêmes. Sauf que les sanctions ne sont pas les mêmes et les sanctions sont distinctes. Donc, c'est pour ça que le process évoqué par Arnaud, on va en reparler, est fondamental. C'est identifier dans des processus d'entreprise, que nous soyons sur une entreprise intermédiaire, une organisation plus petite ou une très grande organisation, la problématique est exactement la même. Il est fondamental d'identifier les personnes en charge de quoi ? Qui, quoi ? Alors, souvent, et je reviens sur aussi une notion importante, pour l'administration, en fait, c'est pas vraiment un enjeu de facilité. J'ai compris, en réalité, pour l'administration, cet enjeu, c'est un enjeu d'efficacité, d'effectivité, de savoir, dans la poursuite disciplinaire, je veux être efficace, je veux être effectif, donc je prends le CABIS, je prends la personne en charge, mandataire social, et la société. C'est pas... Alors, on pourrait trouver ça injuste, mais c'est aussi une légitimité de l'administration, comme le disait M. Berthaud tout à l'heure. Il faut l'anticiper, le contrôle, et il faut répondre de manière effective à un contrôle, parce que c'est ça le but. Quand on fait de la sécurité privée, on sait qu'on est dans du réglementé. Donc, première étape, toujours dans mon introduction, mais première étape fondamentale, une entreprise a plusieurs établissements, souvent, ou pas, mais il faut le savoir. Donc, première étape, diriger au moment du contrôle vers des titulaires d'agrément dirigeants. On va le voir tout à l'heure, c'est important, regarde des délégations de pouvoir. Sinon, on est contrôlé et en fait, ça part dans tous les sens. Et à l'instar de ça part dans tous les sens pendant le contrôle, à la suite de ça, au moment de la poursuite, on a pléthore de personnes qui ont été interrogées, on ne sait pas de qui, finalement, qui est responsable de quoi. En réalité, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, et au stade du contrôle, c'est déjà important, le manquement constitué, Manuel Faure parlait tout à l'heure d'un agent, il est plus à l'aise sans son gilet pare-balles floqué. On peut le comprendre, cet agent, sauf qu'il est hors clou et le manquement est constitué. Donc le manquement, il est constitué, il peut être du fait de l'agent. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sanctions disciplinaires derrière de l'agent.
Il peut être lié à un responsable d'exploitation qui n'a pas respecté des process. Il peut être lié à une personne fonction support, dans un contrôle de sous-traitance, par exemple. Il peut être lié à plein de choses, mais lorsque ça relève, par exemple, d'une faute d'un agent, mais ça relève aussi du CNAPS, d'aller chercher la responsabilité d'un agent. Quand ça relève d'un responsable titulaire d'un agrément dirigeant d'un établissement secondaire qui n'a pas été identifié lors d'un contrôle, ça relève également du CNAPS. Donc c'est pour ça que l'identification, c'est la première étape au moment du contrôle. Donc, ce qu'il faut retenir dans l'introduction que je fais, c'est, premier point, une présomption quasi établie, je parle de présomption, qui n'est pas écrite dans la loi, mais c'est la réalité, présomption de responsabilité automatique de la société et du mandataire social. Quasi systématique. De plus en plus, on voit quand même une évolution. Le CNAPS tend à reconnaître, alors c'est timide, mais tend à reconnaître de plus en plus la responsabilité d'autres personnes dans la société. J'en veux pour preuve, il y a quelques semaines, nous avons une décision, je m'en expliquerai tout à l'heure, qui démontre qu'on reconnaît la responsabilité dans des décisions de directeur d'agence, d'un responsable d'exploitation, d'un salarié. Donc, il y a une évolution claire sur ce point, encore une fois, timide, mais identifiez bien, dès le stade du contrôle, qui fait quoi, et il faut que ce soit fait de manière anticipée, évidemment. Premier point de mon propos, la recherche de la responsabilité. Donc, première étape, je viens de le dire, AGD. Alors, pardon, je parle avec mes acronymes, agrément dirigeant. Qui est titulaire de l'agrément dirigeant? L'agrément dirigeant, je le disais aussi tout à l'heure à la pause, il s'anticipe. Donc, l'agrément dirigeant formation, tout à l'heure on parlait de la formation, mais également dans son renouvellement. Un renouvellement d'un agrément dirigeant, s'il n'est pas fait suffisamment à l'avance, eh bien, il tombe. Et le temps, quand il est tombé, la société n'est plus dans les clous. Bien que l'ancien dirigeant, et évidemment, il a les compétences, il a la moralité, il peut, bien entendu, être titulaire de cet agrément dirigeant. Mais s'il ne l'a pas, et qu'il y a un contrôle, parce qu'on a oublié de le renouveler, même de quelques jours, on est hors clou. C'est idiot, mais ça peut faire très mal, parce que ça, c'est de l'exercice illégal d'une activité de sécurité privée, pour un simple oubli. Donc, pour rechercher la responsabilité du dirigeant, ensuite, évidemment, et vous le savez tous, mais agrément dirigeant du mandataire social, agrément dirigeant du responsable de l'établissement secondaire. Il peut s'appeler directeur d'agence, directeur d'exploitation, il peut s'appeler ce que vous voudrez, mais celui qui dirige l'établissement secondaire, et quand je dis dirige au sens réel de la direction d'un établissement, alors il doit être titulaire de l'agrément dirigeant. Et il doit être ou peut être poursuivi au même titre que le dirigeant de l'entreprise, où il pourrait être, au sens purement juridique, le seul responsable. Le seul qui a commis ce manquement, juridiquement, au sens strict. Et puis, au-delà de l'agrément dirigeant et de la GD, il y a une notion assez intéressante sur la recherche de responsabilité qui commence. Alors encore une fois, on est sur les prémices. On a quelques éléments qui nous permettent de vous le dire aujourd'hui. Il y a la notion de faute détachable d'un préposé de la société. Alors, je commence à utiliser des mots un peu techniques. Sur les causes du manquement reproché qui sont en réalité rattachables à cette personne. Je m'en explique. Alors, je peux rendre un truc différent de la sécurité, mais pour être très concrète. Vous êtes dans un hôpital. Vous êtes opéré par un chirurgien. Le chirurgien, il doit vous opérer. On est d'accord? Vous avez été convoqué, vous devez être opéré, vous avez le bide ouvert. Et le chirurgien part en cours d'opération et vous laisse le ventre ouvert. Et il n'a aucune justification pour vous laisser, évidemment. Et il rentre chez lui. Ça s'appelle une faute et vous mourrez.
Parce que le chirurgien, c'était le seul qui pouvait vous opérer dans ce petit établissement hospitalier. C'est des arrêts, hein. Je ne vous invente pas des dossiers. C'est des dossiers qui ont été jugés. C'est une faute rattachable à la personne, évidemment. Et c'est une faute détachable, comme je disais, d'un préposé de la société. Au même titre que cela, dans la sécurité, vous avez un directeur d'agence ou un responsable d'exploitation non titulaire d'AGD qui a commis un acte détachable totalement du service de son contrat de travail pour lequel il a été engagé. Vous démontrez spécifiquement, parce qu'on parlait de la preuve, il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer. Cet élément peut constituer pour la société et pour le dirigeant titulaire de l'AGD une exonération de sa responsabilité. D'où l'importance de l'identification des process en interne, d'où l'importance fondamentale de l'anticiper en structurant opérationnellement l'organisation de la société et de se dire mais cette personne a fait n'importe quoi. Oui, c'est assez récent comme évolution. Ça vient du droit pénal, hein. Ça rentre en droit du travail, ça rentre en droit administratif. Ce qui est important, c'est qu'il faut prouver que le salarié quand même en question avait tous les moyens pour exercer correctement. Et si à un moment donné, il a fait quelque chose qui est détachable de sa fonction, donc personnel, eh bien, on pourrait aller le rechercher, exonérer la responsabilité de la société, même si elle est quasi automatique. Dans 99% des cas, on essaie de la réduire au fur et à mesure, mais ça nécessite une structuration parfaite, comme Anne l'a rappelé, au sein de la société pour pouvoir retracer la totalité des actions de formation, de tout ce qui a été mis en place derrière pour offrir aux salariés la capacité totale, d'être en mesure d'exercer correctement. Alors, je m'explique. C'est pas simple d'apporter la preuve. Donc, il y a quelques indices. Je vais vous les lister. C'est la particulière gravité du comportement de cette personne, la commission d'un crime ou d'un délit intentionnel commis par l'agent ou le salarié quel qu'il soit, l'erreur grossière, juridique ou matérielle, la maladresse inexcusable, l'abstention inacceptable, la défaillance manifeste dans un contexte où l'agent ou le salarié devait agir. Si nous arrivons à démontrer cela, on exonère de la responsabilité le dirigeant, qui sera poursuivi. On tente. On l'a obtenu. On tente, non mais... non. Pas crier victoire, on tente. On approche tente. Juridique. C'est une approche juridique, c'est effectivement absolument compliqué à démontrer, mais il est passé des dossiers qui ont permis de grader des sanctions, parce qu'effectivement, exonérer complètement la responsabilité d'un dirigeant, c'est extrêmement difficile, évidemment. En revanche, la gradation des sanctions, et c'est entendable par une juridiction. Alors, je parle en juridiction, on n'est pas en juridiction devant une commission disciplinaire, c'est entendable devant un tribunal administratif, c'est entendable devant une cour administrative d'appel. Pourquoi ? Parce qu'on le démontre. Et donc, on aura une gradation des sanctions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une sanction, par exemple, d'interdiction temporaire, de retrait d'un agrément dirigeant pour l'un, mais un avertissement pour l'autre. Quand je parle de gradation, c'est ça. C'est savoir qui a fait quoi. Alors, deux précisions importantes, comme c'est des concepts relativement nouveaux dans ce domaine. La première précision, c'est qu'évidemment, quand ces fautes détachables sont reconnues en matière pénale, la grosse problématique, c'est celle des victimes. En réalité, on comprend bien que la personne morale ne peut plus les dédommager. C'est pour ça qu'il y a des complexités pour faire reconnaître cette faute détachable. La deuxième chose que je voulais dire, parce que je sais qu'il y a des directeurs d'agences qui nous écoutent aussi, et ils sont à ce colloque pour se former, pour entendre que leur responsabilité peut être mise en cause, mais de la même manière, à eux, il revient d'œuvrer à la conformité. Et
pareil, cette notion pourrait être retenue également pour les protéger. Si jamais ils ont mis en œuvre tout ce qui était dans leur pouvoir et qu'un salarié, quelque part, a commis une faute. Donc, on peut quand même expliquer un peu à tous les niveaux, essayer de la structurer. Mais ça suppose derrière que vos délégations, les rôles de chacun, les périmètres de chacun sont parfaitement connus et visibles vis-à-vis de l'administration et d'un juge. Alors, au-delà de cette notion qui est effectivement assez nouvelle, mais qui est un moyen, il y a d'autres moyens. Je vous l'ai dit, il faut l'anticiper, tout le monde le dit. Donc, c'est quoi les moyens? C'est aller regarder la fiche de poste. C'est vérifier qui est responsable de quoi. C'est regarder ce qu'il y a dans le contrat de travail de la personne. C'est vérifier la classification du poste au regard de la convention collective nationale. Vous ne pouvez pas remettre sur la responsabilité de quelqu'un, Sylvester, tu en parlais, un directeur d'agence, si dans sa fiche de poste, ça n'est pas prévu, il n'est pas possible qu'il en soit responsable. Attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut aussi se retrouver par rapport, au-delà des fiches de poste, au-delà du contrat de travail, au-delà de la classification conventionnelle, dans un organigramme de société cohérent par rapport à ce que nous prétendons dire ou en responsabilité. Et enfin, grand sujet soumis à débat, la délégation de pouvoir. Qui est responsable d'une délégation de pouvoir et comment peut-elle jouer? Premier point, la délégation de pouvoir, on le sait tous, je pense aujourd'hui, on est sur un public averti. La délégation de pouvoir aujourd'hui en droit administratif devant le CNAPS ne peut fonctionner qu'auprès d'un titulaire d'un agrément dirigeant. Sur les contrairement au droit pénal. Sur les périmètres liés à la sécurité privée. Ça n'empêche pas de donner d'autres délégations. Oui, bien sûr, sur les périmètres exclusivement liés à la sécurité privée. Sinon, la délégation de pouvoir devant le CNAPS, et on est sur des sujets distincts du droit privé au sens pénal et civil, ça n'est pas les mêmes règles, ce n'est pas la même jurisprudence. Donc, parfois, on a des juristes émérites, mais qui ne connaissent pas la situation particulière de la réglementation sur la sécurité privée. C'est fondamental. On peut reprendre ton exemple de l'hôpital. Effectivement, si le médecin en question délègue votre opération à un collègue qui n'est pas médecin, vous imaginez bien que la délégation qu'il a faite n'est pas valable. C'est exactement la même chose en matière de sécurité privée. Quand on veut déléguer une responsabilité relevant des activités de sécurité privée, ça ne veut pas dire la responsabilité RH. Attention, ça ne veut pas dire tout. On parle de la responsabilité CSI, celle que le CNAPS poursuit, ou le juge pénal. Eh bien, dans ce cas-là, il faut un titulaire d'un agrément dirigeant. Ça, c'est aujourd'hui juridiquement, une jurisprudence très récente est venue le confirmer définitivement. Il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de débat. En tout cas, il a existé, mais il n'existe plus. Toujours sur la délégation de pouvoir, ce que je dis aux étudiants et ce que j'enseigne, une délégation de pouvoir, c'est comme un tabouret. Il y a 3 pieds. S'il manque un pied, le tabouret, il se casse la figure. Donc, ces 3 pieds, autorité, moyens, compétences. Les 3 pieds du tabouret, ils doivent être solides. Donc, autorité, est-ce que personnellement, moi, je pense aux directeurs d'agence, notamment qui nous écoutent à distance, est-ce que moi, j'ai l'autorité sur du personnel? Est-ce qu'on m'a donné les moyens d'agir? Je reprends l'exemple de Madame Faure qui dit j'étais bien avec mon gilet pare-balles non floqué. Est-ce que moi, directeur d'agence, si je veux assurer cette responsabilité dans ma délégation de pouvoir, j'ai le pouvoir de sanctionner cet agent qui ne respecte pas ce qu'on lui demande de faire? Ou c'est le RRH de l'agence? Qui est-ce? Donc, l'autorité. Ensuite, vous avez les moyens à disposition. Est-ce que vous avez les moyens financiers quand on met en cause, exemple typique, un manque de formation d'agents? Les moyens sont-ils mis en œuvre ou pas au profit de la personne titulaire de la délégation de pouvoir? Donc, autorité, moyens, compétences. Vous êtes juste dans une activité de sécurité privée réglementée, je le rappelle. Donc, quand vous avez un agrément dirigeant, vous êtes responsable. Vous avez été formé. Vous avez un agrément dirigeant. C'est l'avantage de la sécurité privée.
En revanche, une délégation de pouvoir auprès d'un responsable d'exploitation, par exemple, qui n'a pas d'agrément dirigeant, a-t-il la compétence pour exercer une partie en matière de sécurité privée de certaines prérogatives qu'on lui a données? Mais s'il n'a pas d'agrément dirigeant, il n'est pas censé intervenir dans le domaine de la sécurité privée, avec une délégation pouvoir. Ça, c'est important. Sur ton premier critère et ton deuxième, parce qu'évidemment, celui de la formation, il est automatique dans la mesure où on a l'agrément dirigeant, donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais pour les directeurs d'agence qui nous écoutent, il y en a un certain nombre en ligne, c'est à vous aussi, au sein de vos organisations, de demander de structurer cela. Parce que si on vous soumet juste une délégation de pouvoir en même temps qu'on vous présente votre contrat de travail avec le salaire à côté, eh ben oui, à un moment donné, il faut prendre les choses en main et demander des clarifications. Je suis sur quel périmètre, quel montant j'ai le droit d'engager, quel montant j'ai pas le droit d'engager, est-ce que quelqu'un d'autre intervient sur mon même périmètre ou pas? S'il intervient sur le même périmètre que moi, typiquement, c'est plus valable comme délégation de pouvoir. Les choses doivent être clairement identifiées. Donc, il faut repenser la structuration aujourd'hui de la responsabilité. Ce sont des sujets qui avancent énormément. Il suffit de regarder la presse. Vous verrez que des présidents de sociétés ont été condamnés. Et c'est une tendance qui va s'accélérer. Si ces délégations de pouvoir ne sont pas claires, les présidents des sociétés continueront à être condamnés parce que derrière, c'est pas structuré juridiquement et ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Je vais passer au deuxième point, et j'en ai 5, donc je vais essayer d'aller vite, puisqu'il est... j'ai encore 4 minutes. Le temps passe très vite. Donc, sur le cumul des différentes poursuites. Ça serait peut-être même un colloque distinct, la responsabilité. Mais sur le cumul de différentes procédures, évidemment, le cumul, je vais très vite, le cumul est possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fondements juridiques différents. Donc, on dit souvent, mais non, mais je ne peux pas être poursuivi pour le même fait. Oui, alors c'est la règle. Ça ne sera pas un acronyme, c'est du latin, non bis in idem. Mais le non bis in idem, c'est-à-dire on ne peut pas être sanctionné plusieurs fois pour le même fait, ça s'applique en droit privé. En droit public, de toute façon, ce n'est pas la même chose. Et puis, de toute façon, c'est des fondements juridiques distincts. Dans une problématique, par exemple, de procédure sur de la sous-traitance. Vous n'avez pas été dans les clous, vous avez une sanction au regard du CNAPS, parce qu'il y a une sous-traitance en chaîne à une absence de contrôle. Il y a un problème administratif et tribunal administratif. Vous avez un problème civil, c'est-à-dire, que je vais considérer de civil, c'est des cotisations URSSAF n'ont pas été payées et des impôts n'ont pas été payés par le sous-traitant. Vous avez une solidarité judiciaire, alors automatique ou judiciaire, possible, non-paiement de l'URSSAF, par exemple. C'est pas la même chose, le paiement de l'URSSAF et le non-respect d'une réglementation dans la sécurité privée. Troisième point, vous avez fait appel à un prestataire de sécurité qui a fait appel à des salariés qui n'étaient pas totalement rémunérés correctement, c'est-à-dire que les heures sup, elles n'étaient pas payées conformément aux heures supplémentaires qui étaient faites. Il s'agit d'un recours à travail dissimulé. Travail dissimulé, c'est qui ? C'est évidemment le prestataire et l'employeur qui n'a pas payé correctement ses salariés conformément au droit du travail, mais c'est également du droit pénal qui est poursuivi donc, devant un tribunal correctionnel. Et systématiquement, je n'ai pas vu un dossier où j'en avais pas, le donneur d'ordre, il est poursuivi. Alors, je dis, ils font voiture-balai, ils mettent le donneur d'ordre, le prestataire, éventuellement, ils visent les personnes physiques du service interne de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une infraction au droit pénal. Alors, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres des exemples sur ce terrain-là. C'est quoi ? C'est recours sciemment à travail dissimulé. Vous saviez, c'est ça la démonstration, vous saviez que vous aviez recours à un prestataire qui pouvait ne pas déclarer la totalité des heures supplémentaires de ses salariés. Vous les voyez sur le site. On rappelle rapidement la règle là-dessus. Donc, c'est les documents que vous connaissez tous qu'il faut avoir, que des logiciels peuvent vous aider à rassembler. Mais aujourd'hui, c'est très, très important comme point. C'est à vous de faire la mise en cohérence entre ces éléments que vous avez et la réalité de la situation. Typiquement, donc
vous savez que c'est tous les 6 mois. Le mois 0, vous demandez les documents URSSAF du sous-traitant. Vous avez, je ne sais pas, allez, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Vous commandez 10 agents. Vous êtes l'entreprise qui a le marché. Vous demandez 10 agents. 6 mois plus tard, vous vous rendez compte que la masse salariale elle a augmenté que de 500 euros. Et pourtant, vous avez commandé 10 agents, vous. Ça doit être un premier indice, ce qui doit vous nécessiter d'appeler le sous-traitant en disant « Écoute, j'ai commandé 10 agents, ça fait 6 mois qu'ils travaillent, la masse salariale n'a pas augmenté proportionnellement par rapport à ce chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où ça vient ?» Peut-être qu'il va dire j'ai perdu un marché, donc ça fait 10 agents en moins. Ou tout simplement, vous allez tomber sur l'élément qui va vous démontrer que vous êtes face à un prestataire qui dissimule des salariés. La mise en cohérence, donc ça, c'est systématiquement demandé aujourd'hui. Avant-dernier point, la conséquence des sanctions sur les personnes physiques et morales. Qui est concerné ? Donc, d'abord, vous l'avez compris, les dirigeants personnes physiques. C'est dommage, j'ai pas beaucoup de temps pour développer c'est qui un dirigeant personne physique, puisqu'on peut avoir la notion de dirigeant de fait, de gérant de paille, de toutes ces questions qui sont, qui moi me passionnent, mais qui ne me permettent pas de développer aujourd'hui. Mais il y a également la personne morale, puisqu'il y a l'autorisation de la personne morale, et qui peut être engagée, l'autorisation de la personne morale, et ça engage sur les salariés. Si j'ai mon agrément dirigeant, si j'ai mon dirigeant mandataire social qui perd son agrément dirigeant, je peux perdre également l'autorisation de ma personne morale. Donc, que dois-je faire des salariés ? Comment je fonctionne sans autorisation ? Je ne peux pas fonctionner, puisque je suis hors clou complètement. De la même manière, se pose la question, mais c'est un choix de gouvernance, d'une forte concentration sur le mandataire social de la société, en disant « je suis responsable de la totalité des manquements qu'il pourrait avoir sur le territoire national », quand bien même je suis une grande entreprise, c'est un choix de gouvernance. Où je mets en cascade des agréments dirigeants, parce que j'ai beaucoup d'établissements secondaires, et j'organise à ce moment-là, selon les éléments que je vous invoquais tout à l'heure, cette responsabilité et les conséquences de cette responsabilité. Pareil pour les services internes. La question se pose versus est-ce que je crée un service interne réduit pour ensuite recourir à des prestataires que je dois contrôler, donc c'est un contrôle de prestataires, versus je préfère développer mon service interne sur certains domaines très particuliers d'activité. Donc l'APR, la protection rapprochée, des domaines du SINO, parfois, je l'ai déjà vu sur des SI, sur des services internes. C'est un choix, mais en fonction du choix retenu, ça emporte des conséquences et des responsabilités. C'est ça qu'il faut réfléchir. C'est l'emboîtement des maillons. Et enfin, parce que j'ai déjà largement dépassé mon temps de parole... T'as 1 minute. 1 minute. La notion de réputation. Parce que ça a été évoqué tout à l'heure. Par Michael. Par Michael, je sais. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, on bataille. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que je dis qu'une sanction, réputationnellement, elle est terrible. Et la sanction réputationnelle, avant la sanction judiciaire, peut tuer une entreprise. Une sanction... Je l'ai vécu alors avant l'existence du CNAPS auprès d'une société une très grande société qui est partie en liquidation judiciaire. Aujourd'hui, le tribunal médiatique, à mon sens, alors c'est un positionnement que je prends, Michael, le tribunal médiatique, il est beaucoup plus violent, quasi, que le tribunal judiciaire. On le sait, les réseaux, le blog, participent à une moralité, j'en conviens, et heureusement, et c'est très intéressant. En revanche, la sanction réputationnelle, et je ne parle pas de la publication sur le site du CNAPS, qui est une publication qui rend visible effectivement des publications sur les sanctions d'une société, d'un dirigeant sanctionné par le CNAPS. Mais c'est dans un onglet sur un site du CNAPS. Quand je parle du tribunal médiatique, je parle des réseaux sociaux, je parle du blog, je parle
du candidaton. Alors, on va dire du candidaton parisien, mais il n'y a pas que le parisien. Je parle des clients qui posent des questions, et ça m'est arrivé, des clients qui viennent vers un prestataire et qui sont d'importants clients et qui disent « Mais attendez, j'ai un client, il m'a dit que j'étais sanctionné au CNAPS d'une sanction très très forte sur tel site, j'ai jamais eu ça. » En revanche, il avait effectivement été sanctionné ailleurs. Mais le candidaton a fait d'un mini grain de sable une boule de neige. Donc ça, c'est un risque réputationnel très lourd pour les entreprises. Et je pense qu'il vous appartient aussi de gérer ça, de gérer le risque réputationnel d'une poursuite devant le CNAPS dans un dossier parfois où on n'est pas bon, parce que les manquements ont été avérés. Et c'est pour ça que je parle d'anticiper bien avant un contrôle du CNAPS. Et Pierre-Frédéric, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est anticiper, moraliser, Michael le disait aussi, moraliser pour pouvoir très clairement identifier les responsabilités et dire non mais attendez, oui ça peut arriver dans une organisation, ça peut arriver, c'est arrivé, malheureusement, on l'assumera jusqu'au bout, mais voilà ce qui s'est passé. Ça permet très rapidement d'apaiser le risque réputationnel qui est aujourd'hui très important. Je suis désolée, j'ai pris plus qu'une minute, mais j'ai terminé mon propos. C'est parfait. Ce qui est à retenir, c'est qu'aujourd'hui, avec les agréments dirigeants sur les établissements secondaires, mais pas que, on change de paradigme. Il est nécessaire en réalité que la société se responsabilise à tous les niveaux. Et c'est le travail pour les sociétés qui ont choisi, bon, tout dépend de la structuration, mais pour les sociétés qui ont choisi de se structurer, parce qu'il y a quelques questions en ligne, qui ont choisi de se structurer avec des directeurs d'agence. Donc effectivement, vous avez le droit de le faire, comme vous avez le droit aussi de vous structurer uniquement avec un président qui porte toute la responsabilité sur l'ensemble des agences ou des établissements secondaires. Mais si on choisit de se structurer avec des dirigeants agréés CNAPS sur les établissements secondaires, eh bien, il faut leur donner toutes les possibilités. Et au contraire, ça sera le seul et unique, j'ai envie de dire, moyen efficace de démontrer le jour où il y aura une difficulté que vous n'êtes pas intervenu dans les difficultés qui sont reprochées. On a juste une question en salle et on passe après à l'autre intervention, mais on ne peut pas prendre plus. Alors, j'ai des questions en ligne, mais malheureusement, on ne pourra pas les prendre non plus. Quelqu'un qui dit « c'est passionnant, on ne veut pas que ça s'arrête ». Bon, il faudra bien. Une réaction ? Pardon. Ok. Manuel, je sens que tu voulais dire quelque chose. Non, pas particulièrement sur ce point-là. Alors moi, je veux dire quelque chose. Depuis tout à l'heure, on parle des sociétés qui sont en difficulté. Je pense qu'il faut également, c'est une la palissade, mais valoriser celles qui sont conformes. Oui. Conformes. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais toutes les sociétés conformes, elles sont valorisables. Et comment dirais-je, tout à l'heure, tu parlais du risque réputationnel. Là, la réputation va renforcer cette conformité. Il y a aussi j'ai parlé du service interne, des donneurs d'ordre, etc. Je valorise aussi très fortement les services conformité des entreprises, parce qu'elles font un travail remarquable de contrôle, de vérification de la réglementation. Eux aussi font partie des acteurs qui participent à cette moralisation et qui sont surchargés de travail très généralement, et puis avec des questions d'interprétation qui ne sont pas simples. Parce qu'on est à la croisée de beaucoup de domaines juridiques. Ça suppose qu'on est... nous, au cabinet, on a des juristes privatistes, donc qui ont des formations très différentes de Arnaud ou d'autres, qui ont une activité de droit administratif. On a un professeur dans la salle qui sait très bien que parfois, on se parle et on ne se comprend même pas. Donc, ça suppose une réelle collaboration et un transfert de compétences entre différentes personnes. Merci Anne.